Cette semaine, à mon ciné balado, on sillonne les rues de Gotham City. On retourne à la campagne de la Normandie dans les années 1980 et on se promène entre Paris et l'Indonésie. Bonne semaine, Jeff. Hey, bonne semaine, Patrick. Alors, un programme assez court si on compare aux dernières semaines, mais quand même un gros morceau là, qui prend l'affiche. C'est ça, court mais dense. Ouais, tout à fait. La fameuse semaine de Batman. Le film un peu inattendu parce qu'il est hors des canevas du DC puis des Aquaman et tout. Mais avant d'attaquer ça, on a sûrement des nouvelles et des actualités à discuter. Bien sûr. Alors, deux bandes annonces qui retiennent notre attention. Deux styles très différents l'un de l'autre. Le premier, je pense qu'il pourrait être un plaisir coupable. En tout cas, tous les qualités, je pense, pour l'être, c'est Bullet Train. Ouais, ben, on a quand même les ingrédients d'un blockbuster ici. Déjà, qui sortent le 15 juillet, ça en dit long. Et qui tiennent comme tête d'affiche Brad Pitt. Un genre de... Ben, c'est fait par David Leitch, qui est derrière Atomic Blonde, Deadpool 2, le premier John Wick, dans le fond, qui était comme co-réalisé un peu à ce moment-là. On est dans l'action, on va être dans un train un peu burlesque, comico. Puis ça, en plus, son l'agente comme qui donne des instructions, c'est Sandra Bullock. Fait quand même un gros casting. Puis lui, il a l'air d'être dans une nouvelle forme de lui-même. Là, genre, comme il dit, « Ah non, je veux plus de gun, je veux plus de violence, je fais juste le petit truc facile. » Puis il pense juste à aller voler une mallette, mais là... Je pense que plein de monde sur le train veulent cette dite mallette. Ouais, c'est ça. On retrouve un peu peut-être l'essence de John Wick, là, justement un personnage là, qui semble être un assassin, tueur à gages. On ne sait pas trop qui veut changer de vie, mais finalement, tout son passé le rattrape. Puis sa dernière mission, tout semble va chier, en tout cas. Là. Ouais, puis coincé dans un train à grande vitesse. Ouais. Voilà. Donc, ça va être le titre en français, d'ailleurs, Train à grande vitesse. Ouais. Donc, qui se déroule quand même sur la ligne de train au Japon, là, qui relie, entre autres, deux villes. Là, les villes m'échappent. Mais donc, déjà, l'environnement, je trouve ça a l'air assez intéressant. Quand même, au casting, outre Brad Pitt, il y a la jeune Joey King, qui était dans la série The Kissing Booth. Ah. Donc, ouais, pour les ados, non, fait que ça va être intéressant de la voir dans un autre type de rôle. Aaron Taylor-Johnson également, évidemment, surtout connu pour son kick-ass. Donc, très hâte de voir ça. Donc, un casting quand même assez intéressant. Donc, 15 juillet. Ouais, la trame sonore de la bande-annonce, ça part avec Staying Alive, fait que déjà, ça donne le thème, mais version japonaise. Ouais, que j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, ça a pris du temps avant de me rendre compte que ça chantait pas en anglais, mettons, mais c'est vraiment au refrain, là. C'est là, puis là, je peux pas le chanter, ce que ça dit. Oh. Alors, à découvrir pour les amateurs du genre, mais je pense que ça promet pour les amateurs de films d'action. Sinon, le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. Donc, quand même, un réalisateur assez connu et titré en France, connu à l'international. Exactement, c'est ça, qui a d'ailleurs joué avec Brad Pitt dans 7 ans au Tibet. Ouais, qui a réalisé alors que Brad Pitt jouait. Il a fait aussi peut-être un film à ne pas trop mentionner ces temps-ci, L'ennemi aux portes, entre le tireur d'élite russe puis allemand. Mais évidemment connu pour son nom de la rose, évidemment, probablement le film encore le plus connu à sa filmographie, peut-être le plus apprécié. Donc, revisite l'incendie de Notre-Dame, là, qui s'est déroulé en 2019. Oui, avril 2019. Alors, écoute, première bande-annonce avec des images très saisissantes, ça a l'air assez spectaculaire, donc il nous plonge vraiment au cœur de l'incendie, comment les pompiers ont dû travailler pour sauver évidemment la fameuse cathédrale. Ouais, c'est ça, on a l'air de suivre un groupe de pompiers en particulier. Ça a l'air compliqué incroyablement, cette situation-là. Là. C'est un bâtiment énorme que tu sais pas trop comment accéder, puis tout peut s'écrouler un peu. Là. Puis un style visuel plus réaliste, disons, que flamboyant, là, si on veut, là, dans le grain de l'image, puis un peu. Fait que ça se veut une genre de reconstitution, d'une certaine manière, là, sans être un documentaire. Ouais. Puis je crois que... Ah non, en France, ça prend l'affiche dans une semaine ou deux, mais pour nous, au Québec, c'est le 15 avril. Fait que ça sera pas bien long pour ce film-là. Donc, très hâte de voir ça, honnêtement. Évidemment, comme beaucoup de gens, ça avait saisi de voir cette
ces images-là, évidemment, Notre-Dame en feu. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais connaissant Jean-Jacques Hano et son côté très méticuleux, je pense que la reproduction va être très, très, très fidèle. Et d'ailleurs, ils ont tourné dans deux cathédrales qui ressemblaient à Notre-Dame là, pour recréer certaines des scènes. Ouais, je me demandais si, on va le découvrir plus tard, là, s'ils vont utiliser des vraies images d'archives là, quand c'est des plans extérieurs. Là. Il y en a qu'on voit que ça doit être refait là, parce qu'il y a des drones qui survolent. Puis là, je pense pas que lors de l'incendie, il a sorti ses drones en disant « je vais faire un film là-dessus dans 2 ans », mais de certains angles, ça doit être des vraies séquences. Peut-être, ou peut-être dans tout ce qui est images de nouvelles et de tout ça, là, l'ambiance qui y avait alentour de ce feu-là. En termes d'actualité, semaine encore là, tranquille. 2 petites nouvelles que je trouvais amusantes à souligner. Jason Momoa, donc Monsieur Aquaman, va jouer un méchant dans une franchise quand même qui est assez populaire, que ses fans, qui ne démarrent pas, les Fast and Furious. Alors, il sera à l'affiche du 10e film. Ouais, c'est fascinant. Qui doit être le dernier, mais qui va être séparé en 2. Ouais, donc, c'est voilà. ça. C'est comme une manière de tricher, parce que on fait 11 films, ça sonne pas bien, on va dire 10, mais il va y avoir un partie 1, partie 2. Là, j'ai hâte de voir ça va être quoi les titres, parce que c'est toujours une succulente blague dans cette saga-là qui a pas... il n'arrive pas à s'entendre, si on veut, sur comment les titrer. Là. Fast, des fois c'est Furious, Fast, The Fast. Alors, donc, on n'a pas trop de détails encore pour l'instant de ce rôle-là, mais... Je pense que c'est plus pour l'été 2023, par exemple. Fait que, ils vont sûrement tourner cet été. Puis... Effectivement, parce que le 9e sortira sur nos écrans cette année, ça se peut-tu? Ou non, il est déjà sorti le 9. C'était l'an dernier, c'est le ça, 9. Exact, l'an dernier, c'était le 9. Je m'y perds, donc... Fait que là, il y a comme une année de sursis. Puis là, on va voir. Probablement qu'ils vont les enchaîner 2 années de suite, là, le 10 puis 11, ce genre d'affaires, peut-être qu'ils vont tourner en même temps. Puis là, est-ce qu'ils vont vraiment aller dans l'espace? Parce que là, dans le 9, ils ont quitté la Terre, mais ils sont pas allés complètement. Il n'y a pas une station spatiale, maintenant. Écoute, on verra bien à découvrir. T'es-tu fan de la saga, toi? Écoute, quand même, j'ai un certain plaisir. Puis je trouvais que plus les films allaient, plus il y avait une mythologie qui s'installait qui était intéressante. Mais je dirais que les 2 derniers, là, j'ai un peu décroché. Là. Je trouvais que ça commence à être un peu too much. Là, j'ai quand même boudé mon plaisir. Là. À l'époque, j'avais vu le 1 puis 2 au cinéma quand j'étais jeune. Après, j'ai plus rien suivi. Puis je crois que c'est pendant le confinement, maintenant, je dis OK, je ris tout le temps de ces films-là, puis je les ai pas vraiment vus. Fait que là, je me les ai tous tapés. Ouais. Puis là, finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Je peux pas dire que c'est des bons films, mais c'est ridiculement le fun. Ouais, là. C'est ça. Si tu le prends pas au sérieux, il y a de quoi de plaisant. C'est vrai que le 8, tu l'avais moins trippé, mais là, le 9 au cinéma, c'était la comédie de l'année, je pense. Ouais, c'était... Fait que je peux pas dire que je suis très enthousiaste. Là. Il aurait pu ne plus n'avoir, ça serait correct, mais je vais assurément aller le voir sur grand écran. Là. C'est comme... Puis souvent, ils sortent mai, là, fait que ça marque comme un peu le début de l'été, puis des blockbusters et tout. Bref... Alors, Khal Drogo contre Vin Diesel à voir dans le Fast and Furious 10. Et sinon, moi, ça, c'est un film que j'attends justement pour 2023 avec impatience et avec un peu de crainte. C'est le nouveau et dernier Indiana Jones, le 5e film. Alors, on a confirmé cette semaine, le producteur Frank Marshall a confirmé que le tournage était terminé. Alors, il faut dire que le tournage avait pris un peu de retard suite à une blessure d'Harrison Ford. Il s'était blessé sur le tournage à une épaule, si ma mémoire est bonne. Donc, on avait décalé le tournage de quelques semaines. Même, je pense que c'était un bon 4 à 6 semaines. Donc, on a hâte de voir. Évidemment, on en sait très, très peu sur l'intrigue. On garde ça ultra secret. Mais moi, tout ce que je me demande, c'est... moi, je suis content qu'Harrison Ford est toujours en vie parce qu'à l'âge qu'il a, écoute, ça aurait pu arriver qu'il décède tout simplement. Pas qu'on lui souhaite malheur, mais... Donc, il y a quand même, 76, quelque chose comme ça, Harrison Ford. Ah, je sais vraiment pas. Oui, il est près du 80, là, donc quand même. Donc, à découvrir le 30 juin 2023, ce nouveau chapitre d'Indiana Jones, à savoir est-ce qu'on va passer la torche, est-ce qu'on va inclure
un flashback avec un jeune Indiana Jones, un peu comme on avait fait pour partir autre chose. On lui donne une retraite, puis... C'est qui distribue ça, sais-tu? C'est Disney. Maintenant, c'était à Fox ou ça a toujours C'était Paramount qui avait les droits, puis avec l'achat de Lucasfilm, parce qu'un peu comme Star Wars, c'est Lucasfilm qui détenait les droits sur Indiana Jones. Paramount était juste le distributeur. OK, fait qu'ils vont certainement pas mettre fin à la série. S'ils font ça, c'est pour essayer de relancer quelque chose au travers. Ouais, c'est ça, là. Non, c'est sûr que c'est une franchise qu'ils peuvent pas juste laisser aller comme ça. Donc, ça va être de voir sous quelle forme elle va survivre après le départ d'Harrison Ford, la retraite méritée d'Harrison Ford. Ben écoute, si on voit ce qu'ils font ces temps-ci, ça se peut qu'ils créent un personnage pour lui donner une série télé Disney+, des choses comme ça. Et voyant ce qu'ils font avec Mark Hamill et Luke Skywalker, est-ce qu'on pourrait avoir un Indiana Jones complètement digitalisé? Donc, on y approche, là. Peut-être. Je sais pas si ça va intéresser... Harrison, ou en tout cas de participer je pense qu'il n'y a même plus besoin de le faire. Tu sais, je pense que Mark Hamill le fait pour le plaisir, mais c'était quand même un comédien qui... mais il fait la voix par après? Ou... Ouais. OK. Ouais. Sauf que Mark Hamill est un bon voice actor. Je sais pas si Harrison sait le faire. Ouais. Bon, on spécule très, très loin. Tout à fait. On aura le temps de s'en reparler dans 2 ans. Donc, sortie cinéma, on commence avec le gros morceau. On n'a pas le choix, on l'attendait, on était peut-être un peu sceptique, mais en même temps, avec l'équipe derrière tout ça, on voulait y croire. Donc, The Batman qui prend l'affiche. On rappelle du réalisateur Matt Reeves, qui, moi, m'a donné vraiment 2 des expériences cinématographiques les plus marquantes de 15 dernières années, parce que Cloverfield déjà remonte à 2008. Ouais. Moi, j'avais pris mon pied avec ce film-là. Ouais, moi aussi. C'était quelque chose au cinéma. Puis il y avait même, à l'époque, là, on jase, il y avait construit une mysticité un peu autour... pas un mysticité... Ouais, en tout cas, un mythe autour. Là, tu peux aller sur des sites internet, puis il y avait le footage de comme à la fin, un truc qui tombe dans l'eau, puis là, cette compagnie-là, cette fausse compagnie-là existait et tout. Fait que... Il y a toute une campagne virale alentour du film. C'est là, ça. On essayait on se demandait tous que c'était pour être le Cthulhu Lovecraft. Il y avait toutes sortes de rumeurs au début. Et évidemment, le deuxième film de la trilogie de la planète des singes, donc Dawn of the Planet of the Apes. Bien que j'avais aimé le troisième aussi, mais le deuxième, franchement, surtout l'ouverture, on se trouve dans la forêt avec César, puis les gorilles, puis tout ça, c'était incroyable visuellement. Ouf, moi, ça m'avait... C'est-tu là aussi qu'il n'y a comme pas de dialogue pendant à peu près 10 minutes? Ouais, c'est ça. Ouais. Faudrait que je le revoie. C'était vraiment, vraiment réussi, vraiment visuellement impeccable. Donc, Matt Reeves est derrière cette version-là, avec Robert Pattinson, qui incarne cette fois-ci le nouveau Batman. Peux-tu nous dire un petit peu que raconte ce long film, il faut le dire, qui dure 3 heures? Ouais, un peu moins de 3 heures quand même, parce que le générique déjà est très long. Fait que c'est plus un 2h45, puis avec Dune puis James Bond, là, on est rendu habitué. Ce qui est intéressant ici, on suit Batman alors qu'il est seulement dans sa 2e année à lutter contre le crime et la corruption à Gotham. Alors ce jeune milliardaire orphelin, qui est en fait Bruce Wayne, dans le fond, héritier de la famille Wayne. Là, il se retrouve sur les traces d'un meurtrier en série qui se fait connaître sous le nom du Riddler, ou du Sphinx en français, et qui sème justement des énigmes cruelles sur son passage, destinées au fameux Batman, le jeune justicier. Et ce qui est intéressant, donc on revient vraiment aux racines du personnage. On présente Batman vraiment comme un détective, comme il est dans les bandes dessinées. Je pense que si on peut comparer peut-être à certains films, on sent l'influence vraiment de David Fincher, de son Seven, de Zodiac aussi, évidemment le film sur le fameux tueur en série qui n'a jamais été capturé, mais qui laissait des indices ou toutes sortes de choses. Des petits puzzles, là, des trucs à déchiffrer. Puis un peu un côté, je dirais, ça aussi, en français, décadence. C'est pas aussi sanglant ou explicite, mais quand même, il y a un côté où Riddler aime torturer. Ouais, c'est ça. Donc, visuellement, c'est un film qui détonne beaucoup dans ce qu'on a vu auparavant avec Batman. Donc, on est très différent de l'univers de Burton, évidemment, très différent de l'univers de Christopher Nolan aussi, et c'est vraiment une bonne chose. Oui, comme tu as dit, c'est la première chose que j'ai pensé pendant le visionnement, puis à la suite, c'est très BD. C'est pas...
les plans, la manière qu'ils sont joués, beaucoup d'emphase sur quand même des gros plans, sur l'émotion des visages. Batman qui est... Tout le long, c'est une grande enquête quand même, là, à comprendre qui est le Riddler, puis ses motivations, puis qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on avance là-dedans. Il n'y a pas de longueur dans le film. Je passe un peu du coq à l'âne, mais tu sais, les scènes de combat, moi, ça m'a rappelé les récents jeux vidéo, là, Arkham Asylum, puis ces trucs-là, où c'est beaucoup du corps à corps. C'est des coups de poing, il bloque avec son armure. Si quelqu'un le frappe avec un bâton de baseball, il le reprend, puis il refrappe. Il y a quand même un peu de batte-grappin et quelques objets, mais plus quand il est vraiment mal pris, si on veut. Là. Sinon, et ce que j'aime aussi de Reeves, c'est qu'il laisse la caméra dans les scènes d'action. Donc, ils ne sont pas montés en fonction du montage, mais vraiment... Parce que Nolan, c'est peut-être un peu le défaut de certaines de ses chorégraphies, là. Alors que lui, on a vraiment le temps de tout voir, les combats et tout ça. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Ouais, c'est ça. La direction artistique est super belle. On le voyait déjà dans la bande-annonce, là, des fois, quand c'est juste éclairé par des mitraillettes, des choses comme ça. C'est très sombre. Mm-hmm. C'est sombre dans les deux sens. C'est un film 13 ans et plus, fait que c'est pas le côté comico-familial qu'il y a dans les Marvel, mettons, ou même les autres du DCU. C'est l'antipode de Spider-Man. C'est ça, exact. Vous n'allez pas vous lever et crier de joie dans ce film-là. Non, c'est ça. Il n'y a aucune blague dans ce film. Fait que vous connaissez vos enfants vous-même, là, mais c'est pas une sortie familiale à prime abord, là, pas du tout. Et c'est sombre aussi parce que le film se déroule en début novembre. Ça se passe presque tout le temps la nuit dans des clubs, dans des bars. Quand c'est le jour, il fait pas très beau, il pleut. C'est très très sombre comme film et comme Gotham finalement où règne la corruption. Mais malgré tout, une belle direction photo, de beaux cadrages aussi. J'appréciais vraiment de belles séquences visuelles. C'est intéressant à voir la façon que Reeves cadre le Batman, comment il fait entrer dans l'image et tout ça. Donc, une belle recherche vraiment esthétique. Si on s'attarde un petit peu au personnage, au comédien, Robert Pattinson, qu'en as-tu passé? Moi, je l'ai trouvé très convaincant parce que, dans le fond, ils font jouer à peu près l'âge qu'il a, ou peut-être un petit peu plus jeune. Là. Lui, il doit avoir plus comme 35 ans, j'imagine. Là. Ouais, je sais pas où il est mais rendu, là, on sent qu'on a un Batman de peut-être 28, c'est ça. 29, 30 ans, là, fin vingtaine, genre. Puis, moi, j'ai trouvé très convaincant. Je sais que quand on en a parlé lors de la sortie de bande-annonce, toi, tu étais sceptique quant à comment il allait jouer Bruce Wayne. Puis, moi, j'ai pas été choqué, mais il faut dire que Bruce Wayne est peut-être 5% dans le film. Là. Il est en Batman pas mal tout le temps, là. Contrairement à ce qu'on avait vu avec Nolan, par exemple, il n'y a pas ce côté, comment dire, là, c'est ça, tu sais, du jeune milliardaire qui se place. On comprend qu'il est plus comme reclus, caché. Il est vraiment investi à 100% dans son projet de Batman, comme si c'était son nouveau band de musique. Puis c'est juste, non, regarde, je dormirai le jour, puis il faut que je fasse ça toute la nuit. C'est sa manière, si on veut, de se repentir puis d'aider la ville. D'ailleurs, c'est très drôle que tu parles de bande de musique parce que le réalisateur, qui est aussi co-scénariste, Reeves, s'est inspiré de Kurt Cobain pour le personnage de Bruce Wayne. Ah, ça explique la toune de Nirvana. Effectivement, donc une toune, un riff, un motif musical d'une chanson de Nirvana qui revient souvent. Ah, fait que la couette d'en face, là, la frange. Un petit look à Kurt Cobain, puis dans le fond, ce qu'il voulait, c'est ça, c'était vraiment explorer un peu comment dire, le côté torturé, blessé de Bruce Wayne, un peu à l'image de Cobain, et qui était très à l'aise avec le côté très végétarien. Donc, évidemment, Bruce Wayne, un jeune homme riche pour avoir tout ce qu'il veut, mais il refuse un peu cette étiquette-là, il se retire de ça. Donc, et ça se ressent, ça a une logique quand tu le vois à l'écran. Et en même temps, je repensais au film de Christopher Nolan, et c'est dans le deuxième film de Dark Knight où Christian Bale et son Bruce Wayne prennent vraiment plus de place, parce que dans le premier film aussi, il se cherche et tout ça, mais là, qui joue la façade du playboy, un peu cruche, très superficielle, qu'il avait très bien fait d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir effectivement comment on va faire peut-être évoluer Bruce Wayne et Batman à travers ça, parce que aussi, c'est intéressant, et c'était voulu qu'on le mette donc en la deuxième année où c'est un Bruce Wayne qui est encore en formation, qui cherche encore à faire un Batman plutôt. Donc, il n'est pas encore atteint pleinement qui il est. Là. C'est ça, et surtout qu'il n'a pas appris à pas à conjuguer, mais en tout cas à vivre avec ces deux personnalités, si on veut. Là. Il est comme
full-on Batman ici, tu sais. Mais il est pas seul. Il y a quand même son bon vieux Alfred Pennyworth qui est joué par Andy Serkis. Ouais. Que, au début, j'étais sceptique parce que j'étais habitué à des Alfred plus vieux. Mm-hmm. Mais comme Batman est plus jeune, j'ai réalisé que ça fait son sens. T'sais. Puis Andy a quand même une cinquantaine d'années. Là. Il n'a pas non plus 35 ans. Un de mes points négatifs du film, c'est que je trouve qu'on le voit pas assez. Je pensais qu'il aurait été plus impliqué que ça. Mais on nous a habitués qu'il y a un rôle plus central, surtout dans la trilogie de Nolan. Donc, effectivement, son personnage est un petit peu. Même dans les Joel Schumacher puis Tim Burton aussi, c'était comme. En fait, c'était ça qui était ridicule dans les Schumacher, c'est que c'était comme le plus grand informaticien du monde. 80 ans. Ouais, quand en tout cas Batgirl, là, elle ouvre le mot de passe puis dit « Ah oui, j'ai mis mon cerveau dans une... comment ça? J'ai informatisé mon cerveau, fait que j'ai créé une intelligence artificielle. » Puis c'est comme, voyons, c'est ton lit de mort. Fait que bref, là, il est plus en retrait, mais tu comprends qu'il a joué un rôle important entre le décès de ses parents puis sa vie adulte, mais sans être son père, puis lui non plus veut pas être son père, il est juste il est un peu pogné avec ça, finalement. On sent qu'il l'a aussi peut-être un peu entraîné physiquement, il fait allusion à ça, donc probablement peut-être qu'on va développer ça éventuellement, parce qu'il faut dire quand même que tout ce monde-là a signé pour au moins 3 films, donc il y aura au moins une trilogie avec cette incarnation-là du Batman. Mais je dois avouer que j'avais un petit faible, je pense, un peu plus pour l'Alfred de Michael Caine, qui avait un côté plus paternaliste, sage un peu. Ouais, puis il était un petit peu plus dandy. Là. Il était un peu plus monsieur. Là. Serkis a l'air plus le côté ancien militaire ou je sais pas quoi, comme je pense la série Pennyworth, tout à fait. Entendre, des choses comme ça. On retrouve aussi une genre de femme chat. C'est la femme chat, c'est juste que elle s'appelle pas la femme chat. T'sais. Comme Batman, il se fait pas tant appeler Batman, il se fait appeler le Vigilante, puis le justicier un peu. Fait que c'est Zoé Kravitz, qui est aussi excellente dans ce rôle-là, qui mélange la force, l'indépendance, puis le côté sexy qu'elle utilise autant quand elle est masquée que quand elle n'est pas masquée. Vraiment. Et c'est une comédienne que j'apprécie énormément, qui est capable de jouer beaucoup dans la subtilité, comme le personnage demande, justement. Elle est toujours sur un fil très mince entre être une bonne, une méchante. Et donc, en même temps, elle sert toujours ses propres intérêts. Donc, oui, une belle réussite. Et c'est probablement le Catwoman, en fait, le plus proche de la bande dessinée, de ses origines, et comme incarnation aussi. Parce que Michelle Pfeiffer, c'était quand même bien qu'elle le marquait pour son époque et tout ça, mais son personnage est quand même peut-être très, très différent de la Catwoman de la bande dessinée. Jeffrey Wright, dans les derniers, disons, protagonistes, Jeffrey Wright, qui est... Commissaire Gordon. Mais c'est ça, mais ça se peut-tu qu'il n'est pas encore commissaire quand... c'est ça. C'est ça, au moment de cette histoire-là, mais que nous, on connaît généralement comme étant le commissaire Gordon. Très sympathique, un peu. Il est souvent là parce que c'est vraiment lui qui est comme l'allié de Batman, alors que la plupart des policiers croient moins en ce jeune, justicier auto-déclaré, si on veut. Non, on voit que c'est une alliance quand même un peu fragile entre les deux, où le respect est là, mais ils se connaissent pas, tu sais. Effectivement. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un comédien que j'apprécie beaucoup aussi, mais je trouvais qu'il y avait peut-être un ton un peu trop sévère, colérique, un peu toujours dans la même attitude. L'attitude, ouais, c'est ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand nuance. Et encore là, je dois avouer que j'ai un petit fait, je pense, pour Gary Oldman, qui amenait un côté plus humaniste, paternel, surtout avec cette ses scène-là. enfants. Puis... c'est ça. Puis dans la version de Christopher Nolan, il était là lorsque Bruce Wayne avait vu ses parents tués. Donc, tu sais, était là au poste, était venu le voir. Fait que, tu sais, comme un petit lien. Mais ceci dit... puis, parenthèse, c'est ça, dans ce film-là, pour une fois, on le voit pas, ça. On revoit pas là, le collier de perles, puis le théâtre, puis ces affaires-là. C'est juste... Vous le savez, tu sais. Puis à un moment donné, on reparle un peu du leg des Wayne, mais on revient pas tant sur ce meurtre-là. Il n'y a pas un enfant qui joue un jeune Bruce Wayne. Puis, c'est ça. Ce qui est une bonne chose. Là. Comme tu l'as dit, on l'a tellement... vu et lu et su que c'est comme Spider-Man aussi. Oui, exactement. Le dernier, il avait laissé tomber ça un peu. Ouais. Et du côté des méchants, des pas fins, on a Colin Farrell qui joue le pingouin. Qui est méconnaissable. Ouais. Dans le film, là, en le regardant plus, là, j'ai reconnu ses traits, mais au début, bande-annonce, les posters, je le reconnaissais pas du tout. Genre. Puis le maquillage est vraiment bien fait. Habituellement, c'est
pas toujours gage de réussite, là, mais là... Ouais, parce qu'on n'est pas allé dans le super burlesque pour qu'il ait l'air d'un pingouin, mais tu comprends qu'il y a un genre de bec de lièvre, il y a un nez un peu pointu, puis plusieurs balafres, genre, qui ajoutent à... C'est ça, là. Mais on voit dans la texturisation, tout ça, c'est vraiment bien réussi. Mais écoute, tout le long, je le regardais, je pouvais pas penser autre chose à Robert De Niro avec son interprétation d'Al Capone dans Les Intouchables. Donc, je trouvais qu'il tentait de... justement, avec la balafre et tout ça, déjà, on avait un petit côté Al Capone. Piqué est un peu mafieux, c'est ça, évidemment. exact. Son personnage aussi. C'est une belle réussite. Puis écoute, c'est un tour de force parce qu'il est... vraiment méconnaissable et très intéressant à voir. Évidemment, parce que, encore une fois, c'est peut-être un personnage qui est un peu plus proche de celui de la BD, parce qu'il faut se rappeler que le pingouin de Danny DeVito, encore là, c'était la version très unique à Tim Burton, mais c'était complètement autre chose, qui en faisait plus un monstre. Et sinon, Paul Dano. Paul Dano dans le Riddler, encore là, une belle surprise, pas tant pour Dano lui-même, parce qu'il n'est pas un si grand rôle, puis souvent il est masqué et tout ça, mais quand on le voit, on l'entend plus, c'est efficace, mais c'est surtout ce qu'ils en ont fait du personnage, parce qu'honnêtement, c'est quand même un des méchants un peu les plus ridicules. Parce que même dans les séries Adam West, la grande canne en point d'interrogation. Ouais, Jim Carrey a mis ça over the top là-dedans, mais c'était très grand guignolesque. Puis ça allait avec le ton de ce film-là, tout à fait. Mais donc là, je trouve qu'on a bien réinventé ce personnage-là pour le mettre au goût du jour, d'en faire vraiment quelqu'un de menaçant. Alors, bravo à l'équipe de scénaristes pour ce tour de force-là. Ouais, parce qu'honnêtement, si... je me souviens qu'à l'époque des Nolan, ils disaient « Ah non, j'ai voulu faire ça plus réaliste, plus terre-à-terre, tu sais. » Ouais. Mais là, on l'est encore plus, là. Vraiment, vraiment. Ouais, comme dangereusement réaliste, d'une certaine façon. Fait que, ouais, écoute... je pense que ça fait pas mal le tour. On donne pas de notes à nos films, mais disons qu'il y a que du positif ici, dans le cas de Batman. Vraiment. Les sceptiques seront confondus, puis effectivement, j'ai vraiment hâte de voir... Toi, tu le places où dans ta liste de Batman de films? C'est parce que les premiers ont vraiment beaucoup marqué ma jeunesse. Mm-hmm. Moi, j'avais des petites figurines Batman, puis c'était des Lego où jouer au Batman. D'accord. Mettons. Parce que quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas de Lego Batman. Ce que maintenant, j'aurais pu concilier les deux. Fait que le premier puis le Batman Returns m'ont beaucoup marqué. Puis je me souviens de ceux de Schumacher, comment c'est terrible. Mais quand j'étais jeune, je trouvais ça hot. Là. Il y avait Robin, j'avais une Batmobile qui allumait des lumières. Puis, fait qu'ils m'ont marqué, mais d'aujourd'hui, je comprends que c'est pas des très bons films. Là. Si ça se trouve, c'est plus des plaisirs coupables que j'écoute pour m'en moquer. Ce que j'aimais beaucoup des Nolan, c'est que il a construit un tout. Malgré que le 2 soit vraiment plus fort que les autres, que Marion Cotillard meurt d'une manière complètement absurde, il y a quand même un univers, il y a un début puis il y a une fin. Fait que j'espère que c'est ce qu'ils vont arriver à faire ici, qu'ils ont signé pour 2 autres films, donc 3 au total, c'est ça. Qu'ils vont pas juste se perdre puis amener dire ah ben là on n'en fait plus puis ça finit de même ou je sais pas quoi là, c'est ça. Mais est-ce que c'est parce que c'est le nouveau que je dirais que c'est mon préféré? Je sais pas. Faudrait que je revoie le Dark Knight, mais je l'ai bien aimé, Robert Pattinson. Mais c'est peut-être parce que les scènes de combat sont meilleures. On est moins aussi... Dans Nolan, il y avait quand même des petites blagues un peu avec Morgan Freeman qui fournissait son équipement. Là, ici, on ne sait pas d'où vient son équipement. Puis ça leur laisse le champ libre de le mettre dans les prochains films. Fait que tout est comme plus sérieux. Fait que peut-être que... Étant plus vieux, je trouve ça plus à propos. Ouais, moi, je le placerais peut-être juste en dessous de Dark Knight, mais les films, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Tu sais, les deux sont autant savoureux, autant bons. Dans la force de Dark Knight, c'était d'avoir le meilleur des méchants, c'est le Joker, et Heath Ledger qui était tellement formidable. Ouais. Donc, une force de nature dans ce film-là. Et encore là, on était proche de racines de la bande dessinée, mais on en faisait un film policier. Donc, on retrouve tous ces éléments-là dans une nouvelle interprétation. Mais je pense qu'en termes d'histoire, c'est peut-être la plus étoffée, la plus riche. Donc, ça, c'est un gros plus. Et donc, vraiment, c'est une belle réussite. Moi, je suis très enthousiaste. C'est une bonne idée aussi d'avoir pris comme le Riddler, parce que quand tu commences, c'est une grosse commande faire un Batman, là, puis pour Matt Reeves, qui met tout le temps un peu sa réputation en jeu. Fait que si on lui dit, ouais, passe ça avec le Joker, passe ça fort, là, il fait crime, parce que vous venez de faire un film juste sur le Joker. Dans l'autre, c'est comme le plus iconique, sans compter que Tim Burton avait commencé comme ça. Fait que de prendre un
qu'on s'attend pas. Exactement comme Nolan avait fait, finalement, de commencer avec Scarecrow puis Ra's al Ghul, que c'était comme, regarde, fais-toi les dents avec ça un peu. Puis bon, inévitablement, j'imagine ils vont retravailler un Joker ou quelque chose comme ça. C'est certain. Donc, ce sera le 2e ou le 3e, on verra bien, mais chose certaine, écoute, les souliers vont être durs à remplir. Je sais pas. C'est ça, t'as dit qu'ils ont déjà signé, fait qu'on sait pas les dates pour les suivants. Je sais pas si ça va être comme aux 2 ans ou peut-être ça va être plus lent que ça, peut-être plus aux 3 ans. Peut-être. Surtout que, si Warner continue à faire le DCU-verse, là, fait que là, il y a Aquaman qui sort à Noël, il y a The Flash, fait que ça, c'est comme pas dans le même univers, fait que, ils vont peut-être se donner de la marge de manœuvre. Sinon, dans un tout autre style, 2 films français qui prennent l'affiche. On y va avec Amant? Ouais, Amant, restons un peu sombres. Ouais, donc un drame, effectivement. Un suspense, un thriller. Ouais, thriller, drame, thriller. De Nicole Garcia, qui nous avait donné au fil des années là, un balcon sur la mer, Mal de Pierre. Ici, on est avec Stacey Martin, Pierre Ninet et Benoît Magimel, principalement. C'est les personnages de Stacey et Pierre, donc Lisa et Simon, qui s'aiment passionnément depuis leur adolescence, qui, disons, mènent une vie dans la ville et surtout de nuit, comme les gens de leur âge, là, de début vingtaine, mettons. Sauf qu'à la suite d'une soirée qui tourne mal, il semble que la seule issue soit la prison pour Simon. Alors il décide de fuir. Lisa attend des nouvelles de Simon, mais qu'ils ne viendront malheureusement jamais. Et 3 ans plus tard, au beau milieu de l'océan Indien, alors qu'elle est mariée à Léo, le personnage de Benoît Magimel, leur destin se croise à nouveau, ce qui va donner suite à un genre de triangle amoureux plein de mystères et de qui profitera de qui. Donc, un film qu'on salue pour la prestation des comédiens, beaucoup. Pierre Ninet, qui est comme la coqueluche. Il est dans à peu près tout. On a pu voir dans Boîte Noire un peu. C'était l'automne, effectivement. Donc, ce qui est intéressant dans la structure, donc c'était 3 actes, en fait. Donc, on suit 3 personnages, mais dans 3 lieux. Alors, il y a vraiment une unité de thème et tout ça. Donc, une petite recherche esthétique qui est quand même assez intéressante. Ouais, c'est ça. Puis c'est surtout vers la fin, quand ils sont en Suisse, que là, le jeu du chat et de la souris, s'accentue là, de comme qui va arriver à, c'est ça, comme je disais, à profiter de qui avec ces secrets-là. Nicole Garcia a souvent flirté avec le trailer dans ses films, mais là, c'est vraiment, disons qu'elle y va à fond dans celui-ci. Au-dessus, on est dans des thèmes d'amour, d'argent, d'histoire un peu vénéneuse, là, si on veut, dans ce triangle amoureux. Donc, ceux qui aiment les films casse-tête où la dernière pièce c'est vraiment révélée à la toute fin. Et très beau aussi, évidemment, par ses paysages. Donc, et je disais que le scénariste Jacques Fieschi s'était inspiré. En fait, à la base, je pensais peut-être faire un roman avec cette histoire-là. Et lorsqu'il en a parlé à Nicole Garcia, parce qu'ils ont collaboré ensemble sur plusieurs films, alors elle a décidé de le tourner, de le prendre l'intrigue et de le faire pour le cinéma. C'est drôle. Ouais, souvent, c'est plus l'inverse. Il y a tellement de livres qui sont adaptés au cinéma. Vraiment. Et beaucoup plus léger, ouais. Louloute, le 3e long-métrage de Hubert Viel, avec la jeune Alice Henry, mais aussi Laure Calamy, Bruno Clerfond. On est dans les années 80, une jeunesse dans les années 80, fait que ça te parle, c'est sûr. C'est certain. Mais là, on est dans la campagne de Normandie. La jeune Louloute rêve, elle tombe en amour et se dispute avec ses proches comme toute jeune de 10-12 ans. Sauf que la ferme familiale s'endette, donc son quotidien va changer à jamais cet été-là. Donc, je pense avoir pour ceux qui aiment un film plus léger, disons ça comme ça, un feel-good movie, un genre de film qu'on... Ben, c'est un genre de récit initiatique, là, coming of age qu'on va dire, d'une jeune qui va apprendre à grandir. Mais il y a le côté de retour sur soi. Fait que on la voit plus vieille et qui se remémore cette époque de sa vie, exact. Laure Calamy qui joue la mère de famille, puis elle enchaîne les projets. Si on dit que Pierre Ninet, la coqueluche, elle n'est pas en reste non plus. Elle a été connue beaucoup pour son rôle dans 10%, là, comme une des secrétaires. Puis ça a commencé 10% en 2015, puis depuis 2017, là, elle est dans comme 5 films par année. Là. L'an dernier, je me souviens de Antoinette dans les Cévennes, notamment. Là, puis je pense qu'elle avait gagné le César de la meilleure comédienne pour ça.
C'est ça. Fait qu'ici, avec Louloute, on revisite, comme tu dis, les moments tendres là, de l'enfance qui montrent la difficulté d'un monde rural changeant. T'sais. Fait qu'elle voudrait rester enfant, mais ça change autour d'elle, surtout par les difficultés familiales et financières qu'elle subit. T'sais. Et c'est un premier rôle pour la jeune Alice Henry, son premier film, qui est vraiment merveilleuse. Là, fait partie des enfants qu'on va suivre, qu'on va voir. Elle va sûrement se décrocher plusieurs autres rôles suite à ça. Et visuellement, faites pas un saut parce que le grain de la pellicule va avoir un petit côté vieillot poussiéreux. Donc, le film a été tourné en 16 mm, ce qu'on fait pratiquement plus. Écoute, même pour des longs métrages, c'est déjà assez rare, mais en plus, tourner en pellicule aujourd'hui en 16 mm. Non, c'est ça, parce que aussitôt tourné, il faut tout de suite que tu le transfères en numérique. Mais c'est vraiment pour le look d'un film de l'époque, exact. Fait que c'est un souci de réalisme à ce moment-là. Alors, Louloute, qui peut être une belle alternative en famille, là, si vos enfants sont un petit peu plus vieux, justement, plus un 8-10 ans. Si vous voulez un film un peu plus calme que Batman, ça peut être une alternative. Moins vengeur. Il y a d'autres sorties cette semaine. Il y a entre autres Un Monde de Laura Wandel, qui était le représentant de la Belgique pour les Oscars, mais qui n'a pas fait la courte liste. Il s'est aussi distingué à Cannes l'été dernier. Il a gagné le prix de la critique internationale, mais dans la catégorie Un certain regard. Mm-hmm. C'est un film beaucoup sur l'intimidation à l'école primaire. Alors, c'est plutôt bouleversant. Alors, c'est la jeune Nora qui entre au primaire alors qu'elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Fait que là, elle se retrouve tiraillée entre son père qui lui demande de réagir puis de lui tenir au courant, son frère qui lui demande de rien dire parce que ça va empirer, puis elle-même qui veut juste s'intégrer avec ses propres camarades de classe, donc ne pas être associée à son frère qui en arrache. On pourra en rediscuter davantage la semaine prochaine, peut-être lorsqu'on aura la chance de le voir tous les deux. Mm-hmm. Moi, je l'ai déjà vu, mais toi, Patrick, tu auras la chance de le voir. Mais il est déjà disponible dans quelques cinémas. Je crois que c'est le genre de film aussi que de semaine en semaine, il va peut-être gagner des écrans. Et une autre sortie familiale, parce que la relâche n'est pas en même temps, dépendamment où vous êtes. Ben oui. Ella et la petite magicienne de Alice Bléhard, c'est un jeune prince qui se réveille prisonnier dans le corps d'une souris. Puis il va avoir besoin de ses amis pour aller en quête des ingrédients qui vont l'aider à se libérer. Et bien évidemment, ils vont découvrir que l'amitié est un des ingrédients les plus forts de cette recette. Et ça, c'est un film d'animation, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui, c'est ça. Puis plusieurs autres activités pour ceux qui sont en relâche. Je pense notamment à Québec, il y a le Festival de cinéma en famille, le FCEQ, qui va débuter. Fait qu'il y a une programmation aussi variée là, des films que on nommera pas ici parce qu'ils sont plus exclusifs, mais probablement quelque chose d'équivalent aussi dans vos autres cinémas. Pour Montréal, on sort du FIFEM, mais il y a probablement encore des choses en fin de semaine. Tout à fait. Et nous, la semaine prochaine, on se retrouve entre autres avec Au revoir le bonheur. On avait parlé en décembre, mais là, il va reprendre du service. Fait que pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de le voir dans les comme 3 jours qui étaient à l'affiche, ça va être le retour. Puis là, maintenant, il s'est grillé d'un prix au festival du Ice qu'on a parlé il y a quelques semaines, le prix d'interprétation masculine, mais comme pour l'ensemble du cast, finalement. Et fait que d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire au balado@monciné.ca. Et nous vous invitons, comme à l'habitude, à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné en version numérique ou physique. Et le nouveau magazine avec Batman sur la couverture devrait arriver bientôt, mais je crois qu'en numérique, il est déjà disponible. Okay. Mais en tout cas, sinon ça ne tardera pas. Et voilà, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et en terminant, dernier fun fact sur Batman que j'avais oublié de mentionner, mais que je trouvais quand même en fait, rigolo. Tu as écrit un petit papier sur Batman, justement, l'évolution de Batman à travers les différents comédiens. Et en fait, c'est plus un petit fun fact sur Catwoman. Pour ceux qui ont vu en version originale anglaise le film Lego Batman, c'est Zoé Kravitz qui faisait Catwoman dans le film. Donc, elle reprend le personnage dans le film aussi. Je sais pas s'il avait fait passer une audition quand même. Ils ont juste dit hey, tu l'as voicé, c'était parfait, c'est ça qu'on veut. Alors, bonne semaine de cinéma tout le monde. Bonne relâche pour ceux qui tombent en relâche. Et puis, on se retrouve bientôt.